Le public sortait en file, ravi. Une bonne pièce dans l'ensemble, se disait-il, quoique difficile à suivre. Mais on avait drôlement rigolé quand tous les rois s'étaient enfuis en courant, quand la femme en noir avait bondi sur ses pieds et s'était mise à crier. Rien que pour ça, on ne regrettait pas ses sous. Les 3 sorcières étaient assises, toutes seules, sur un bord de la Seine. Je me demande comment ils arrivent à trouver autant de rois et de seigneurs pour faire ça, dit Mémé, nullement intimidée. Moi, je les aurais cru bien trop occupés, à gouverner des choses comme ça. Non, fit Margaret d'une voix lasse, je crois que vous n'avez toujours pas compris. Eh bien, je vais connaître le fin fond de tout ça, dit Mémé sèchement. Elle se releva sur la scène et repoussa les rideaux en toile à sac. Vous là s'écria-t-elle, vous êtes mort. L'ancien cadavre malchanceux, qui mangeait un sandwich au jambon pour se calmer les nerfs, tomba à la renverse sur son tabouret. Mémé flanqua un coup de pied à un buisson. Sa chaussure passa carrément au travers. Vous voyez lança-t-elle à la cantonade d'un ton bizarrement satisfait. Rien de vrai. C'est que de la peinture avec des bouts de bois et du papier par derrière. Puis-je vous être utile, brave dame? La voix était chaude, merveilleuse. Chaque diphtongue tombait magnifiquement en place, sans heurts. Une voix d'or brun. Si le créateur du multivers avait une voix, c'était une voix comme celle-là. Le seul inconvénient, peut-être, c'est qu'on ne pouvait pas se servir d'une voix pareille pour, par exemple, commander du charbon. Le charbon se transmuterait en diamant. Elle appartenait à un gros homme qui avait subi les assauts furieux d'une moustache. Des veines roses dessinaient les plans de ville moyenne sur ses joues. Son nez n'aurait pas eu de mal à se cacher dans un bol de fraises. Il portait un juste au corps en loques et une culotte trouée avec un aplomb capable de convaincre que ses robes de velours et vermine étaient à cet instant même au lavage. Dans une main, il tenait une serviette avec laquelle il avait visiblement essuyé le maquillage qui lui graissait encore la figure. « Je vous connais, vous !» fit Mémé. « C'est vous qui avez commis le crime !» Elle lança un regard en coin à Magra et reconnut à contre-cœur. « Enfin, c'est ce qu'on aurait dit. » Vous me voyez ravi. C'est toujours un plaisir de rencontrer de vrais connaisseurs. Olwyn Vitoller pour vous servir, directeur de cette troupe de vagabonds, ajouta-t-il, en ôtant son chapeau mangé au mythe pour se fendre d'un salut profond. C'était moins une révérence qu'un exercice de topologie avancée. Le chapeau décrivit un crochet suivi d'une série de courbes brutales et compliquées pour finir au bout d'un bras qui pointait à présent vers le ciel. L'une des jambes, pendant ce temps, partait en arrière. Le reste du corps s'abaissa poliment jusqu'à ce que la tête soit de niveau avec les genoux de Mémé. « Oui, bon, fit Mémé. Ses vêtements lui paraissaient soudain un peu plus grands et beaucoup plus chauds. « Moi aussi, je vous ai trouvé très bon, dit Nounouog. Vous avez crié tous ces mois de temps de grâce. J'aurais juré que vous étiez roi. »« J'espère qu'on vous a pas dérangé, dit Magra. »« Chère madame, fit Vitoller. Pourrais-je d'abord vous dire comme il est gratifiant pour un modeste comédien d'apprendre que son public a senti l'esprit sous la vulgaire coquille de phare ? » Je pense que vous pourriez, dit Mémé. Je pense que vous pourriez dire n'importe quoi, monsieur Vitoller. Il remit son chapeau et leurs regards se croisèrent. Des regards longs, calculateurs de professionnels qui se jaugent. Vitoller céda le premier et s'efforça de faire croire qu'il n'y avait pas eu de compétition de sa part. Et maintenant, dit-il, que me vaut la visite de 3 si charmantes dames ? En réalité, il avait gagné. La bouche de Mémé s'ouvrit toute grande. Dans le meilleur des cas, elle se serait qualifiée de « belle tout compte fait ». Nounou, quant à elle, était aussi édentée qu'un bébé et sa figure tenait du petit raisin sec. Au mieux, on pouvait dire de Magra qu'elle était plutôt quelconque, bien proprette et aussi plate de poitrine qu'une planche à repasser où se seraient égarés 2 petits pois, même si par ailleurs elle avait la tête trop gonflée d'idées folles. Mémé ressentait comme une impression de magie à l'œuvre, mais pas le genre de magie dont elle avait l'habitude. C'était la voix de Vitoller. Par le simple effet de l'articulation, elle transformait tout ce dont il parlait. « Regarde-moi ces deux-là, se dit-elle, voilà qu'elles se bichonnent comme des gourdes. » Mémé bloqua sa main, qui se levait déjà pour tapoter son chignon dur comme du bois, et elle s'éclaircit la gorge d'un raclement décidé. « On aimerait vous causer, monsieur Vitoller. » Elle désigna les acteurs qui démontaient le décor en gardant de bonnes distances avec elle, et chuchota d'un air de conspiratrice « Dans un endroit discret. »« Chère madame, mais très certainement.
Je loge actuellement dans cet estimé point d'eau là-bas. Les sorcières regardèrent autour d'elles. Enfin, Magra risqua. Vous voulez dire au bistrot? Il faisait froid dans la grande salle livrée au courant d'air du château de l'Ancre, et la vessie du nouveau chambellan ne s'arrangeait pas avec l'âge. Debout, il se tortillait sous le regard de Lady Casquette. Oui, dit-il, nous en avons, c'est vrai, des tas. Et personne ne réagit demanda la duchesse. Le chambellan cligna des paupières. Je vous demande pardon? On les accepte? Oh, parfaitement, répondit le chambellan d'un ton joyeux. On pense qu'une sorcière dans le village apporte beaucoup de bonheur. Porte bonheur, ma parole, oui. Pourquoi? Le chambellan hésita. La dernière fois qu'il avait eu recours à une sorcière, c'était parce que certains problèmes rectaux avaient transformé ses cabinets en chambres de torture quotidienne, et le pot d'onguent qu'elle lui avait préparé avait changé le monde en un lieu de meilleure aisance. Elles adoucissent les petits mots et bobos de l'existence, dit-il. Là d'où je viens, on ne tolère pas les sorcières, dit la duchesse d'une voix dure. Et nous n'entendons pas les tolérer ici. Vous allez nous procurer leurs adresses. Les adresses, madame? Où elles habitent? Je gage que vos percepteurs d'impôts savent vous les trouver. Ah, fit le chambellan d'une voix misérable. Le duc se pencha sur son trône. Je gage, dit-il, qu'elles payent des impôts. Elles ne payent pas exactement des impôts, fit le chambellan. Un silence s'ensuivit. Puis le duc souffla. Continuez, mon vieux. Eh bien, disons plutôt qu'elles ne payent pas d'impôts, voyez-vous. Nous n'avons jamais jugé, enfin l'ancien roi ne croyait pas, bref, elles n'en payent pas. Le duc posa la main sur le bras de sa femme. Je vois, dit-il avec froideur. Très bien, vous pouvez disposer. Le chambellan lui adressa de la tête un bref signe de soulagement et sortit en crabe et en vitesse de la salle. Eh bien, fit la duchesse. Comme vous dites. C'est ainsi que votre famille gouverne un royaume, n'est-ce pas? Vous aviez le devoir impératif de tuer votre cousin. C'était indéniablement dans les intérêts de l'espèce, dit la duchesse. Les faibles ne méritent pas de survivre. Le duc frissonna. Elle ne cesserait donc pas de le lui rappeler. Dans l'ensemble, il ne voyait aucune objection à tuer des gens, ou du moins à ordonner qu'on les tue et à regarder le spectacle. Mais tuer un parent, ça restait plutôt en travers de la gorge, ou, se souvient-il, du foie. Tout à fait, réussit-il à dire. Évidemment, il paraît qu'il y a beaucoup de sorcières et ça risque d'être difficile de retrouver les 3 qui étaient sur la lande. Aucune importance. Bien sûr que non. Prenez l'affaire en main. Oui, mon amour. L'affaire en main. Pour ça, oui, il l'avait déjà prise en main, l'affaire. Quand il fermait les yeux, il revoyait le corps dévaler l'escalier. N'avait-il pas entendu une inspiration horrifiée, en bas, dans l'obscurité de la salle? Il n'y avait personne d'autre, il en était sûr, l'affaire en main. Il s'était efforcé de la laver du sang qui attachait sa main. S'il arrivait à faire disparaître le sang, s'était-il dit, alors ce serait comme s'il ne s'était rien passé. Il avait frotté, frotté, frotté à en crier. Mémé ne se sentait pas à l'aise dans les débits de boisson. Elle restait assise, raide, au garde-à-vous derrière son porte-au-citron comme derrière un bouclier contre les attraits du monde. Nounouog, quant à elle, éclusait avec enthousiasme son 3e godet. Elle serait bientôt mûre, songea amèrement Mémé, pour exécuter sa sempiternelle danse sur la table en montrant ses dessous à tout le monde et en chantant « Le hérisson, lui, ne se fait jamais maître ». La table était couverte de petites monnaies. Vitolaire et sa femme la comptaient chacun à un bout. On aurait dit qu'ils faisaient la course. Mémé étudia Madame Vitolaire qui chipait des piécettes sous les doigts de son mari. C'était une femme à l'air intelligent qui donnait l'impression de traiter son époux comme un chien de berger traite son agneau préféré. Mémé ne connaissait les complexités des relations conjugales que de loin, de même qu'un astronome observe à distance la surface d'un monde étranger. Mais elle s'était déjà dit que l'épouse de Vitolaire se devait être une femme dotée de réserves inépuisables de patience, d'un grand sens de l'organisation et de doigts agiles. « Madame Vitolaire, fit-elle enfin, oserais-je vous demander si votre union a été bénie d'un fruit ?» Le couple eut l'air ahuri. « Elle veut dire, commença Nounouog. « Non, je comprends, dit Madame Vitolaire avec douceur. Non, nous avions une petite fille autrefois. »
Un léger nuage survola la tablée. L'espace d'une seconde ou deux, Vitolaire parut avoir retrouvé des dimensions humaines et beaucoup vieilli. Il fixait le petit tas d'argent devant lui. « Parce que vous voyez, il y a cet enfant, dit Mémé en désignant le bébé dans les bras de Nouhog. Et il lui faut un foyer. Les Vitolaires ouvrirent de grands yeux, puis l'homme soupira. C'est pas une vie pour un enfant, dit-il. Toujours en déplacement, toujours une nouvelle ville, et pas d'école possible. Il paraît que c'est très important de nos jours. Mais il ne quittait pas l'enfant des yeux. Madame Vitolaire demanda. Pourquoi lui faut-il un foyer ? Il n'en a pas, répondit Mémé. En tout cas, pas de foyer où il serait bienvenu. Le silence retomba. Puis Madame Vitolaire reprit. Et vous qui demandez ça, vous êtes pour ainsi dire, c'est... Ma reine s'empressa de répondre Nounouog. Mémé fut un peu décontenancée. Cette idée ne lui serait jamais venue. Vitolaire jouait distraitement avec les pièces devant lui. Sa femme avança la main par-dessus la table pour lui toucher la sienne, et il eut un instant de communion muette. Mémé détourna la tête. Elle était devenue experte à lire sur les visages, mais parfois elle préférait s'abstenir. Les finances, hélas, sont serrées, commença Vitolaire, mais extensibles, dit sa femme d'un ton ferme. Oui, je crois. Nous serions heureux de nous occuper de lui. Mémé hocha la tête et plongea la main dans les replis secrets de sa cape. Elle finit par ressortir une petite bourse de cuir qu'elle vida sur la table. Elle contenait beaucoup de pièces d'argent et même quelques toutes petites pièces en or. Ça devrait payer les... Elle chercha ses mots. Les couches, tout ça. Les vêtements et le reste, ce que vous voulez. Plus de 100 fois, je dirais, fit Vitolaire d'une voix faible. Pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt ? Si j'avais dû vous acheter, vous n'auriez pas vu la dépense. Mais vous ne savez rien de nous, dit Madame Vitolaire. Non, hein, fit tranquillement Mémé. Naturellement, on aimerait bien savoir comment il va. Vous pourriez nous envoyer des lettres et tout. Mais ça serait pas une bonne idée de parler de tout ça après votre départ, vous voyez, pour le bien de l'enfant. Madame Vitolaire regarda les deux vieilles femmes. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Quelque chose d'important derrière tout ça ?» Mémé hésita puis fit oui de la tête. « Mais il serait très malsain pour nous de le savoir ?» Re-oui de la tête. Mémé se leva lorsque plusieurs acteurs entrèrent et rompirent le charme. Les acteurs ont l'habitude de remplir tout l'espace autour d'eux. « J'ai d'autres choses à voir, dit-elle. Je vous demande de m'excuser. »« Il s'appelle comment ?» interrogea Vitolaire. « Thomas, répondit Mémé, qui hésita à peine cette fois. « Jean, répondit Nounou. » Les deux sorcières échangèrent des regards. Mémé l'emporta. « Thomas Jean, dit-elle fermement, avant de sortir majestueusement. Elle tomba sur une Magra essoufflée derrière la porte. « J'ai trouvé une malle, dit Magra, avec toutes les couronnes et les machins. Alors je l'ai mise dedans, comme vous avez dit, tout en dessous du reste. »« Bien, fit Mémé. Notre couronne à nous, elle avait l'air drôlement moche à côté des autres. »« Comme quoi, hein, fit Mémé. Quelqu'un t'a vu ? » ?»« Non, tout le monde était très occupé, mais... » Magra s'arrêta et rougit. « Bah vas-y, ma fille. » Juste après ça, un homme s'est rapproché et m'a pincé les fesses. Magra s'empourpra comme une pivoine et se plaqua la main sur la bouche. « Non, fit Mémé. Et puis ? » Et puis... Oui ? Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Bonjour chérie, tu fais quoi ce soir ?» Mémé réfléchit un moment, puis demanda. La vieille, ma bobonne pleurniche, elle sortait pas beaucoup, pas vrai ? C'était sa jambe, vous savez, fit Magra. Mais elle t'a appris à faire la sage-femme et tout. Oh, ça oui, dit Magra, je le fais souvent. Mais... Mémé hésita. Elle avançait à tâtons en terrain inconnu. Elle t'a jamais parlé de... Comment dire... Ce qu'il y a avant ? Pardon ? Tu sais, fit Mémé, un soupçon de désespoir dans la voix. Les hommes, tout ça. Magra paraissait au bord de la panique. Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes ? Mémé, sire du temps, s'était livré à maintes bizarreries dans sa vie. Il lui en coûta beaucoup de ne pas relever le défi. Mais cette fois, elle baissa les bras. Je crois, dit-elle d'un ton où se sentait son impuissance, que ce serait peut-être une bonne idée que t'aies une petite discussion avec Nounouog, un de ces jours. Sans trop tarder.
Des gloussements rigolards s'échappèrent par la fenêtre derrière elle, un tintement de verre et une voix fluette qui avait entonné une chanson. « Avec une girafe, si tu montes sur un tabouret, mais le hérisson, lui !» Mémé n'en écouta pas davantage. « Seulement pas maintenant !» ajouta-t-elle. La troupe repartit quelques heures avant le coucher du soleil. Les 4 chariots s'éloignèrent en cahotant sur la route qui menait vers les plaines de Sto et les grandes villes. L'Ancre avait un règlement municipal qui voulait que tous les acteurs, saltimbanques et autres criminels en puissance aient quitté l'enceinte de la ville au coucher du soleil. Personne ne s'en offusquait vraiment, parce que la cité n'avait pas d'enceinte à proprement parler, et personne ne se souciait beaucoup qu'on revienne en douce une fois la nuit tombée. Ce qui comptait, c'était les apparences. Les sorcières regardaient la scène depuis la chaumière de Magra, grâce à la vieille boule de cristal verte de Nunnuog. « Il serait temps que t'apprennes comment obtenir le son sur ce truc, » marmonna Mémé. Elle lui donna un petit coup et l'image se rida. « C'était très bizarre, » dit Magra, « dans ces chariots, les affaires qu'ils avaient. Des arbres en papier, toutes sortes de costumes et... » Elle agita les mains. « Il y avait une grande peinture d'un pays étranger avec des temples, des choses comme ça, tout roulé. C'était beau. » Mémé grogna. « Moi, j'ai trouvé ça merveilleux, ces gens qui devenaient rois et tout, pas vous? C'est comme de la magie. » « Magra gousse d'ail, qu'est-ce que tu racontes? C'était que de la peinture et du papier, tout le monde l'a vu. » Magra ouvrit la bouche pour parler, retourna l'argument suivant dans sa tête et referma la bouche. « Où elle est, Nounou ?» demanda-t-elle. « Dehors, allongée sur la pelouse, » répondit Mémé. « Elle s'est sentie un peu mal fichue. » Et on entendit une Nunnuog mal fichue qui éructait à tue-tête devant la chaumière. Magra soupira. « Vous savez, dit-elle, si on est ses marraines, on aurait dû lui faire 3 cadeaux, c'est la tradition. » « De quoi tu parles, ma fille ? 3 bonnes sorcières sont censées offrir 3 cadeaux au bébé. Vous savez, comme la beauté, la sagesse et le bonheur. » Magra poursuivit d'un air provoquant. « C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. »« Oh, tu veux dire les chaumières en pain d'épices et tout ?» fit Mémé, pour couper court. « Les rouets, les citrouilles, se piquer le doigt sur des épines de rosier et le reste, moi, j'ai jamais marché là-dedans. » Elle astiqua la boule, perdue dans ses pensées. « Oui, mais... » fit Magra. Mémé leva les yeux sur elle. C'était ça, Magra. La tête pleine de citrouilles. Tout le monde serait une marraine fée pour un peu. Mais une bonne âme, dessous tout ce fatras. Gentille envers les petits animaux à fourrure. Du genre à s'inquiéter des oisillons tombés du nid. « Écoute, si ça peut te faire plaisir, » marmotta-t-elle en se surprenant elle-même. Elle agita vaguement les mains au-dessus de l'image des chariots qui s'éloignaient. « Qu'est-ce qu'il faut? La richesse, la beauté ?»« Ben, l'argent, c'est pas tout, et s'il ressemble à son père, il sera bien assez beau, » dit Magra, soudain sérieuse. « La sagesse, qu'est-ce que vous en pensez? »« Ça, c'est quelque chose qui devra apprendre tout seul, » fit Mémé. « Une vue parfaite? Une belle voix pour chanter ?» De la pelouse, dehors, parvint celle éraillée mais enflammée de Nunnuog qui lançait à la face du ciel nocturne que « le bourdon d'un mage a un nœud au bout. »« Pas important, » fit Mémé très fort. « Faut penser tétologie, toi. Pas s'embêter avec ces histoires de beauté et de richesse, c'est pas important ça. » Elle revint à la boule et fit un geste sans grand enthousiasme. « Vaudrait mieux que t'ailles chercher Nounou, alors, vu qu'il faut qu'on soit toutes les 3. » Magra aida enfin Nounou à rentrer, puis il fallut lui expliquer l'affaire. « 3 cadeaux, hein ?» dit-elle. « J'ai pas fait ces machins depuis que j'étais gamine, ça remonte à... À quoi tu joues ?» Magra s'affairait dans la pièce, elle allumait des bougies. « Oh, faut qu'on crée la bonne ambiance magique !» expliqua-t-elle. Mémé haussa les épaules, mais ne pit pas mot, même devant une provocation aussi flagrante. Chaque sorcière faisait sa magie à son idée, et Magra était chez elle. « Qu'est-ce qu'on va lui donner alors ?» demanda Nounou. « On en causait justement, » dit Mémé. « Moi, je sais ce qui lui plaira, » dit Nounou. Un silence glacial suivit sa proposition. « Je vois pas à quoi ça lui servirait, ça !» finit par rétorquer Magra. « Ça le gênerait plutôt, non ?»« Il nous remerciera plus tard, notez bien ce que je vous dis, » fit Nounou. « Mon premier mari, il répétait toujours... »« Faut en général quelque chose d'un peu moins physique, » coupa Mémé qui fusilla Nunnuog du regard. « Pas la peine d'aller tout gâcher, Guita. Pourquoi il faut toujours que tu... » « Bah, je peux quand même dire que... » commença Nounou. Les 2 voix baissèrent jusqu'au murmure. Il y eut un long silence tendu. « Je crois, » dit Magra avec une gaieté crispée,
que ce serait peut-être une bonne idée de rentrer toutes les trois dans nos petites chaumières et de faire d'autres manières. Vous voyez, séparément. La journée a été longue et on est toutes un peu fatiguées. Une bonne idée, approuva d'une voix ferme Mémé qui se leva. Viens, Nounouog, lança-t-elle. La journée a été longue et on est toutes un peu fatiguées. Magra les entendit qui se chamaillaient en descendant le sentier sans se presser. Elle resta là, assise au milieu des bougies de couleur, la main serrée sur une petite bouteille d'encens extrêmement thaumaturgique qu'elle avait fait venir d'un grand magasin de produits magiques tout là-bas à Ankh-Morpork. Depuis, elle n'attendait que l'occasion de s'en servir. Des fois, songeait-elle, ce serait agréable que les gens soient un peu plus gentils. Elle fixait la boule. Bon, autant s'y mettre. Il se fera facilement des amis, murmura-t-elle. Ça n'était pas grand-chose, elle le savait, mais c'était un talent qu'elle-même n'avait pas. Elle n'avait jamais attrapé le coup. Nounouog, assise en solitaire dans sa cuisine, son énorme matou en boule sur les genoux, se servit son petit verre du soir et le cerveau embrumé essaya de se rappeler les paroles du 17e couplet de la chanson du hérisson. Ça parlait de chèvre, ça elle s'en souvenait, mais les détails ne lui revenaient pas. Le temps érodait la mémoire. Elle porta un toast à la présence invisible. « Une sacrée bonne mémoire, voilà ce qu'il faut », dit-elle. « Il n'oubliera jamais son texte. » Quant à Mémé Cire du Temps, emmitouflée dans son châle, elle retournait toute seule chez elle, à grandes enjambées par la forêt en pleine nuit, et réfléchissait. La journée avait été longue, éprouvante même. Le pire, ça avait été le théâtre. Tous ces gens qui faisaient semblant d'en être d'autres, les événements qui n'étaient pas vrais, des bouts de paysage à travers lesquels on passait la chaussure. Mémé aimait savoir où elle posait le pied. Elle n'était pas sûre de se trouver du goût pour ce genre d'affaires. Le monde avait l'air de changer tout le temps. Avant, il ne changeait pas tant que ça. C'était ahurissant. Elle marchait vite dans le noir, du pas assuré de celle qui est certaine que les bois, par cette nuit humide et ventée, recèlent des choses étranges et terribles et qu'elle en fait partie. Qu'il soit donc ce qui doit être, dit-elle. C'est tout ce qu'on peut espérer dans ce monde. Comme la plupart des gens, les sorcières ne sont pas en synchronisation avec le présent. La différence, c'est qu'elles s'en rendent vaguement compte et qu'elles s'en servent. Elles affectionnent le passé parce qu'une partie d'elles-mêmes y vit encore, et elles voient les ombres que l'avenir projette devant lui. Mémé sentait comment se présentait l'avenir. Les couteaux y luisaient. À 5 heures le lendemain matin, ça commençait déjà. 4 hommes arrivèrent au galop par les bois près de chez Mémé, attachèrent leurs chevaux hors de portée d'oreille et s'approchèrent avec d'infinies précautions dans la brume. Le sergent à leur tête n'aimait pas cette mission. C'était un gars du bélier et il ne savait pas vraiment comment s'y prendre pour arrêter une sorcière. Ce qu'il savait en revanche, c'est que l'idée ne plairait pas à la sorcière et que l'idée ne lui plaisait pas à lui, que l'idée ne plaise pas à une sorcière. Ces hommes étaient des béliérins eux aussi. Ils le suivaient collé à ses talons, prêts à se baisser derrière lui au premier signe plus suspect qu'un arbre. La chaumière de Mémé dessinait une forme fongoïde dans la brume. Son jardin d'herbes indiscipliné donnait l'impression d'avoir la bougeotte, même dans l'air immobile. Il y poussait des plantes qu'on ne voyait nulle part ailleurs dans les montagnes, dont on s'échangeait les racines et les graines sur 8000 kilomètres du disque monde, et le sergent aurait juré qu'une ou deux fleurs s'étaient tournées vers lui. Il frissonna. « Et maintenant, chef ? On se disperse, dit-il. Oui, on se disperse. Voilà ce qu'on fait. » Se déplacèrent prudemment à travers les fougères. Le sergent se tapit derrière une bûche. Essouffla. « Bon, très bien. Vous avez compris l'idée générale. Maintenant, on se disperse encore et cette fois, on le fait séparément. » Les hommes grommelèrent un peu mais disparurent dans la brume. Le sergent leur donna quelques minutes pour prendre position, puis ressouffla. « Bon, maintenant, on... » Il marqua une pause. Il se demanda s'il allait oser crier et décida que non. Il se releva. Il ôta son casque par politesse et se glissa dans l'herbe humide jusqu'à la porte de derrière. Il frappa délicatement. Après une attente de plusieurs secondes, il se rattacha le casque sur la tête, dit « Y a personne, la barbe !» et voulut repartir. La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit très lentement, avec le maximum de grincement. Un couinement aussi profond ne pouvait être dû à la simple négligence. Il exigeait un régime intensif à l'eau chaude pendant plusieurs semaines. Le sergent s'arrêta, puis se retourna tout doucement en s'arrangeant pour bouger aussi peu de muscles que possible.
Il céda à des sentiments contradictoires en constatant que rien ne s'encadrait dans la porte. Pour ce qu'il en savait, les portes ne s'ouvraient pas toutes seules. Il se racla nerveusement la gorge. Mais Messire du Temps, tout près de son oreille, lui dit « C'est une vilaine toux que vous avez là. Vous avez bien fait de venir me voir. » Le sergent leva sur elle un regard de gratitude démente. « Argle !» répondit-il. « Elle a fait quoi ?» dit Lord Casquette. Le sergent regardait fixement un point à quelques centimètres à droite du fauteuil du duc. « Elle m'a offert une tasse de thé, monseigneur, » répondit-il. « Et vos hommes ?»« À eux aussi, monseigneur. » Le duc se leva de son fauteuil et entoura de son bras les épaules du sergent dont la côte de maille commençait à rouiller. Il était de mauvaise humeur. Il avait passé la moitié de la nuit à se laver les mains. Il n'arrêtait pas de se dire que quelque chose lui chuchotait à l'oreille. Au petit déjeuner, on lui avait servi ses flocons d'avoine trop salés, grillés avec une pomme dedans, et le cuisinier piquait des crises de nerfs dans sa cuisine. Ça se devinait que le duc était très contrarié. Il se montrait poli. Le duc appartenait à ce type d'hommes qui se font de plus en plus amènes à mesure que monte leur colère, jusqu'au point où les mots « merci beaucoup » prennent le tranchant d'un couperet de guillotine. « Sergent », dit-il, tout en entraînant l'homme à travers la salle. « Monseigneur, je ne suis pas certain de vous avoir donné des ordres clairs, sergent, » fit-il, des intonations vipérines dans la voix. « Monseigneur ? Oui, il est possible que je vous ai embrouillé. Je voulais dire, amenez-moi une sorcière enchaînée si nécessaire, mais peut-être ai-je en réalité dit, allez prendre une tasse de thé. Était-ce effectivement le cas ?» Le sergent plissa le front. Le sarcasme n'était pas encore entré dans sa vie. À sa connaissance, quand il mettait les gens en colère, ça se manifestait par des cris et parfois des volées de bois vert. « Non, monseigneur, dit-il. Je me demande pourquoi alors vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé. »« Monseigneur ? Elle a dû prononcer des paroles magiques, non ? J'ai entendu parler des sorcières, » ajouta le duc qui avait passé la nuit à lire, jusqu'à ce que ses mains bandées tremblent trop. Certains des ouvrages les plus intéressants sur la question. Note de bas de page. Écrits par des mages, lesquels sont célibataires et conçoivent de drôles d'idées vers les 4 heures du matin. J'imagine qu'elle vous a transmis des visions surnaturelles ? Vous a-t-elle soumis à... Le duc frémit. Des délices mystérieuses et des extases interdites, telles que les mortels devraient bannir de leur esprit à des secrets démoniaques qui vous ont entraîné au plus profond des désirs de l'homme ? Le duc se rassit et s'éventa de son mouchoir. « Vous allez bien, monseigneur ?» demanda le sergent. « Quoi ? Oh, très bien, très bien. Mais vous êtes devenu tout rouge. »« Ne détournez pas la conversation, mon vieux !» fit sèchement le duc en se ressaisissant un peu. « Avouez-le, elle vous a offert des plaisirs hédonistiques et licencieux uniquement connus des pervers qui tâtent des arts charnels, n'est-ce pas ?» Le sergent se mit au garde à vous et regarda fixement droit devant lui. « Non, monseigneur, » fit-il du ton de celui qui dit la vérité quoi qu'il advienne. « Elle m'a offert un petit pain. »« Un petit pain ?»« Oui, monseigneur, avec des cassis dedans. » Casquette resta absolument immobile, tandis qu'il luttait pour ramener la paix en lui. Finalement, tout ce qu'il parvint à dire, ce fut « Et vos hommes, qu'ont-ils fait ?»« Ils ont eu un petit pain eux aussi, monseigneur, tous sauf le jeune Roger qui n'a pas droit aux fruits, monseigneur, à cause de ses ennuis. » Le duc s'affaissa sur la banquette de fenêtre et se mit la main sur les yeux. « Je suis né pour régner sur les plaines, songeait-il, sur un pays plat, sans ce temps de chien ni rien, avec des gens qui n'ont pas l'air pétris de cire molle. Il va me dire ce que Roger a reçu. »« Il avait un biscuit, monseigneur. » Le duc contempla les arbres dehors. Il était furieux, mais vraiment furieux. Mais 20 ans de mariage avec Lady Casquette lui avaient appris à maîtriser non seulement ses émotions, mais aussi ses instincts. Et rien, pas même la plus petite contraction de muscle, ne trahissait ce qui se passait dans sa tête. En outre, des profondeurs noires de son cerveau montait une émotion dont il n'avait jusqu'ici jamais fait grand cas. La curiosité montrait le bout de son aileron. Le duc s'était assez bien débrouillé pendant 50 ans sans recourir à la curiosité. Ce n'était pas un trait de caractère qu'on encourageait beaucoup chez les aristocrates.
Il avait trouvé dans la certitude un bien meilleur atout. Pourtant, il se dit que pour une fois, la curiosité pourrait avoir son utilité. Le sergent, debout au milieu de la salle, avait la mine impassible du soldat qui attend un ordre et n'hésitera pas à l'attendre jusqu'à ce qu'une dérive des continents le déloge de son poste. Il était au service peu exigeant des rois de l'encre depuis de nombreuses années et ça se voyait. Son corps était au garde-à-vous. Malgré tous ses efforts, son estomac, lui, était au repos. Les yeux du duc tombèrent sur le fou, assis sur son tabouret près du trône. La silhouette bossue leva la tête, gênée, et secoua ses clochettes sans conviction. Le duc prit une décision. Pour avancer, avait-il découvert, il fallait trouver les points faibles. Il s'efforça de chasser de la pensée qu'au nombre de ces points-là, on pouvait compter les reins d'un roi au sommet d'un escalier sombre, et il se concentra sur l'affaire en question du cousu humain. Main. Il avait frotté, mais apparemment sans effet. Il avait fini par descendre dans les cachots pour emprunter une des brosses métalliques du bourreau, et il avait frotté avec ça aussi. Sans effet non plus. C'était même pire. Plus il frottait, plus il y avait de sang. Il avait peur de devenir fou. Ah oui, le fou. Il repoussa ses pensées au fond de son esprit. Les points faibles, c'était ça. Le fou avait tout du point faible. Vous pouvez disposer, sergent. Monseigneur, dit le sergent qui sortit d'un parède. Fou? Foi de fou, monseigneur, fit nerveusement le bouffon, et il brossa rapidement les cordes de sa mandoline abhorrée. Le duc s'assit sur le trône. Ton foi ne m'intéresse pas, dit-il. Conseille-moi, mon fou. Diantre, non, oncle, reprit le fou, et je ne suis pas ton oncle non plus. Je suis sûr que je m'en souviendrai. Le coupa Lord Casquette, qui se pencha pour amener le bout de son nez à quelques centimètres de la figure affligée du fou. Si tu commences ta prochaine réflexion par noncle, diantre au foin de fou, il t'en cuira. Le fou remua les lèvres en silence, puis demanda « Que dites-vous de grâce ?» Le duc savait qu'en lâcher du lest. « De grâce, je m'en accommoderai, et toi aussi, mais pas de bêtises. » Il se fendit d'un sourire encourageant. « Depuis combien de temps es-tu fou, mon garçon ?»« De grâce, mon brave !»« Mon brave !» l'interrompit le duc en levant la main. « Dans l'ensemble, je n'y tiens pas. »« De grâce, mon seigneur !» fit le fou qui déglutit avec fébrilité. « Toute ma vie, mon seigneur, 17 ans de vessie depuis tout petit. Et mon père avant moi, et mon oncle en même temps que lui, et mon grand-père avant eux et son. Toute ta famille ont été fous. Tradition familiale, monseigneur, de grâce, je veux dire. » Le duc eut un nouveau sourire, et le fou se sentait trop inquiet pour remarquer combien il avait dedans. « Tu es du pays, n'est-ce pas ?» demanda le duc. « Foi de oui, monseigneur. »« Tu dois donc t'y connaître en croyances locales, tout ça. »« Je pense, monseigneur, de grâce. »« Bien, où dors-tu, mon fou ?»« Aux écuries, monseigneur. »« À partir d'aujourd'hui, tu pourras dormir dans le couloir de ma porte, » offrit le duc dans sa grande bonté. « Bon de là !»« Et maintenant, » fit le duc dont la voix dégoulina sur le fou comme de la mélasse sur un pudding, « parle-moi des sorcières. »